Hop, Ok. alors, interview Pat Fontaine du groupe XYZ, troisième partie. Donc, on parlait du premier album. Donc, pour Ouais. celui-ci, vous avez tourné des clips pour Inside Out et What Keeps Me Loving You. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ces deux vidéos? Oui, c'était. Alors, la première vidéo qu'on a fait, c'était dans le désert californien, là, dans le Joshua Tree. Euh, c'est marrant parce que on pensait pas que c'était. Tu sais, quand tu arrives, ils te disent, bon, bah oui, là, on va vous chercher, ils t'envoient une voiture, ils vont te chercher et tout. Et puis on arrive dans le désert, puis on voit des tas de camions, des remorques dans tous les sens, des lumières, des machins. Putain, mais t'es un peu Ouais, intimidated, intimidé, ouais, comme on dit, c'est ça. intimidé. Ben, ça faisait peur un peu. Et puis, le directeur, il était un directeur canadien qui s'appelait Jean Pellerin. Euh, très, très, très sympa. Et puis, il nous demande plus ou moins ce qu'on voulait faire, quoi. Alors, mes musiciens à l'époque ne sont pas très visuels. Alors, c'est plutôt moi qui ai décidé, j'ai plutôt dit au type, bah oui, bah, écoute, j'aimerais bien faire un truc comme ça, autour du feu, machin, dans le désert, le ciel, tout ça. Tu vois. C'est un peu open-ended, un peu ouvert. Et puis, on a essayé deux, trois trucs, et puis Tintin lui disait, oui, ça c'est pas mal, oh oh, non, ça passe pas, et puis voilà. Et on a passé quoi, une journée entière, lever du soleil, coucher du soleil. D'accord. Un peu la nuit aussi. C'est extraordinaire, c'est vraiment un truc de fou furieux. Et tu te rends pas compte, la vidéo à l'époque, c'était vraiment un truc nécessaire pour, 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 pour le succès, quoi. Et tu te rends pas vraiment compte parce que tu entends, t'entends la chanson à la radio, mais ça change pas tellement ta vie de tous les jours. Ce qui change la vie de tous les jours, c'est les gens qui te reconnaissent dans la rue. Et ça, tu peux l'avoir que quand tu as ta vidéo. Alors, la vidéo, quand ils commencent à la passer sur MTV, qui à l'époque est une religion, MTV, c'est la religion américaine, et ça change la vie parce que tout d'un coup, les gens te reconnaissent dans la rue. Et ça, c'est D'ac- extraordinaire. C'est un truc de fou, ça. Et c'est vraiment la vidéo qui, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est peut-être moins important, je ne sais pas, parce que maintenant, avec TikTok, les vidéos, c'est 10 secondes, quoi. Mais à l'époque, il fallait avoir une vidéo si tu voulais avoir some kind of success, some kind of success. Alors, à l'époque, MTV, c'était à New York. Alors, ils nous invitent à New York et puis ils passent la vidéo pour la première fois et on descend du building, du bâtiment et c'est là qu'il y a des gens il y avait des filles qui nous attendaient dehors, là, un paquet de filles, 30 ou 40 jeunes filles qui t'attendent. Alors là, tu te dis, waouh, c'est fou. Dès que tu as une vidéo, les gens te reconnaissent. Alors qu'à la radio, ils ne peuvent pas te reconnaître. La radio ne te reconnaît pas. Donc la D'accord. radio, oui, c'est important, mais c'est vraiment la vidéo qui fait la différence chez moi. D'accord. Et du coup, tu parles de filles, tout ça. Bon, si tu veux, tu réponds pas, mais est-ce que vous avez pas mal profité du système groupie et tout ça, ou Ah, vous mais étiez pas... complètement là. Ah, Alors, d'accord. comme des fous. Alors nous, au départ, je dois dire qu'on a on a eu beaucoup d'aide et on doit le respect à toutes ces filles, jeunes filles de 17, 18, 19, 20 ans qui venaient en Californie pour vivre ce rêve, quoi. Et elles ont tous, qu'on soit Poison, Warrant, Guns N' Roses, on a tous un petit peu profité des aides financières et émotionnelles de ces jeunes filles. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, dès que le succès arrive, les filles arrivent aussi. Et ça, c'est un truc extraordinaire. C'est un rêve d'adolescence. Ça. Hmm. Alors, on en a profité, oui, on n'avait pas, en fait, on n'avait pas
quand on a été signé, on avait deux, trois copines, mais bon, à l'époque, c'était un peu free love. Toi, les filles, elles allaient d'un groupe à l'autre. C'était pas très sérieux. C'est beaucoup moins sérieux qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je vois les adolescents sont très, très sérieux. Nous, on n'était pas très, très sérieux. Mais oui, on en a profité. Alors, les filles, euh, tu sais, c'est un truc au départ, c'est un peu un rêve, et puis tout doucement, ça devient un peu une routine. Euh, D'accord. la première tournée qu'on a faite, c'était avec Ted Nugent. Ouais. Et puis, on arrive, on a donc un espèce de autocar, quoi. On arrive, et puis on savait que Ted Nugent était beaucoup plus vieux que nous déjà. Et puis on arrive, on était à Detroit, la frontière canadienne, Detroit. Et on arrive à la salle de spectacle. Et puis, je vois un paquet de filles comme ça, mais des jeunes filles en mini-jupe et tout, mais une rue entière. Je dis, putain, c'est quand même bizarre que Ted Nugent, parce qu'il n'est pas jeune, jeune, et puis c'est bizarre que toutes ces filles l'attendent. Alors, je demande à mon roadie, à mon tour manager, c'est bizarre que toutes ces filles attendent Ted Nugent, là. Et le gars, il me dit, non, mais ils attendent pas Ted Nugent, elles attendent vous. Et j'étais sidéré, mais c'était fou, fou. Et bon, au départ, t'en profites, hein, bien entendu. Bon, on rigolait, hein, mais aujourd'hui, le sexe, drugs and rock and roll is very suspicious, is very immoral. Ben, à l'époque, sex, drugs and rock and roll, c'était très, très accepté. C'était du sexe, c'était de la cocaïne et du whisky tous les jours. C'était ce qu'on faisait, c'était notre vie. Alors aujourd'hui, monsieur, tu vas en prison pratiquement. Ouais, ah ouais, c'est. C'est plus pareil. C'est plus pareil du tout. Mais à l'époque, oui, il y avait un sens de. C'était la fête tous les soirs. Every night is a Saturday night. I used to tell my guys, every night is a Saturday night. Ok. Du coup, sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Maggie. Alors, il a été utilisé pour un film. Alors, I Come in Peace avec Dolph Lundgren. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Oui, oui, c'est vrai. Écoute, c'est marrant parce que ce film qui est pas, c'est pas un Oscar, hein, mais il a réussi un petit peu à avoir une espèce de cult following, une espèce de culte. Je le vois toujours à la télé et il m'envoie toujours un chèque tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc c'est un film qui nous a permis qui nous a permis en fait de bouffer, quoi. Alors D'accord. le film il a dû sortir dans les années J'ai, j'ai- 90. oui, j'ai 90 pour la date. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'ai reçu un coup de fil de mon manager qui m'a dit, écoute, je viens de recevoir un coup de fil du directeur de ce film et il veut se servir de votre chanson. Et ben, j'ai dit, bah, écoute, oui, pourquoi pas. Et D'accord. puis, ils se sont servis quoi de 15 secondes ou 20 secondes de la chanson, mais ouais, ouais, c'était dans le film, c'est pas mal ça. Ça permet de. Parce que ça, c'est tout de suite un gros chèque. Il t'envoie un gros chèque tout de suite et tu signes le contrat, voilà, boum, ça paye le loyer pendant un an. D'accord. Et du coup, t'es le seul à recevoir encore des royalties dessus parce que tu as écrit le Donc, morceau. écoute, au niveau royalty, alors, les royalties aux États-Unis, c'est très différent. La SACEM, c'est la France, c'est un truc complètement différent. Ici, on a un système un peu différent. C'est D'accord. le Congress qui décide tous les 10-15 ans combien les droits d'auteur devront être. Alors, nous, on a commencé, je crois que c'était 7 cents per song. Maintenant, je crois que c'est 9 centimes, cents, 9 cents per song sold. Et écoute, au départ, ça fait pas beaucoup, mais comme ça tombe tous les mois, 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 pour le reste de ta vie, en fait, c'est pas mal. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui t'offrent un petit peu, il y a des espèces de mutual funds, des espèces de stocks qui essayent d'acheter tout ça.
Alors, ils te donnent de l'argent pour avoir tes droits d'auteur. Alors, tu décides un petit peu si tu vas vivre encore 50 ans, ça vaut pas le coup. Mais si tu es en mauvaise santé et que ça commence à s'effondrer un peu, oui, oui, c'est vivable, c'est vivable. Alors, c'est pas une fortune, mais ça permet quand même de payer le loyer tous les mois. D'accord. Euh, du coup, voilà, tu l'as mentionné. Pour ce premier album, donc vous êtes parti en tournée en compagnie de Ted Nugent. Euh, alors voilà déjà quel souvenir est-ce que tu en gardes? Et de notre côté, est-ce que c'est vrai que Ted Nugent, il est complètement fou ou c'est une image? Alors, ce qui était marrant, c'est qu'on a commencé, j'habitais à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, Oui, et tous les matins, je parlais au boulot, puis il y avait un type qui jouait de la guitare, Harvey, et une fois, j'ai frappé à sa porte, et quand je rentre chez lui, il me fait rentrer dans son truc, je lui dis, bah, écoute, je suis le voisin, là, puis j'entends que tu joues de la guitare, mais moi, je suis bassiste, peut-être qu'on peut bosser ensemble. Il me dit, bah ouais, rentre, rentre. On boit une bière et tout, et puis sur son mur, un espèce de poster, mais un poster énorme de Ted Nugent. Énorme. d'accord. Euh, et c'est marrant que, quoi, 10 ans plus tard, c'était des années, je dis, peut-être 5, 6 ans plus tard, je suis en tournée avec Ted Nugent. Et c'est un type qui est assez intéressant. Euh, oui, il a une grande gueule, on dit. Il a une grande gueule, big mouth. Oui, Mais ok, tu vois, d'accord. il est très intellectuel. Il est très sympa, en fait. Oui, il a des vues politiques un peu difficiles, mais d'un autre côté, tu dois admirer les gens qui ont les couilles de le dire, quoi. Et je trouve que euh, Ted Nugent, c'est vraiment l'Américain avec il a le flingue. Il a le flingue, il a le pistolet quand il arrive dans les backstage. Tu vois. C'est vraiment l'Américain. Tu te dis, mais merde, c'est l'Amérique, quoi. C'est l'espèce de sens de liberté, de presse, et de dire ce que tu veux, et d'avoir un flingue. C'est très cow-boy, quoi. C'est très cow-boy. Mais c'est toujours un peu comme ça. Donc oui, politiquement, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, j'admire son sens de dire ce qu'il pense, quoi. D'accord. Alors, du coup, voilà, j'ai pu visionner des interviews de l'époque de Ed Ball. Alors, j'ai cru comprendre que des dates avec Joe Satriani et Liliane Axe étaient prévues à cette époque. Est-ce que ça s'est concrétisé ou pas du tout? Écoute, on a fait beaucoup de dates. Des fois, je ne me rappelle même pas, en fait. On a fait beaucoup de dates avec des gens. Il y a des trucs que je me rappelle et des trucs que je ne me rappelle pas. Alors, des fois, Thierry me dit, mais tu te rappelles, on a tourné avec machin. Et je dis, non, mais je ne me rappelle même pas de ça, tiens. Alors, des fois, on tourne pendant juste une semaine ou deux. Et donc, c'est difficile. Quand on tourne pour 3 mois, par exemple, on a tourné avec Ted Nugent ou Foreigner. Je me rappelle, on Hmm, a tourné avec Foreigner. Donc, là, on a tourné pendant 6 mois. Alors, tous les soirs, tous les soirs. Bien sûr que tu te rappelles. Mais si tu fais juste 2, 3 concerts ou une semaine de concerts avec un groupe, je ne me rappelle pas forcément. Alors, Joe Satriani, oui, ça me dit quelque chose. Et puis, Lillian Axe, c'est toujours des copains à moi d'ailleurs. Ça, on a joué beaucoup avec eux. Ouais, ouais, on a joué d'accord. souvent. Alors, D'accord. eux, ils sont de la Louisiane ou du Texas. Ils ne sont pas de Californie, hein. Mais super sympa, des gens super sympas. D'accord. Euh, Ok, ouais, donc toujours dans ces apparitions sur MTV. Alors, si j'ai bien compris, à un moment donné, l'animateur, il vous demande d'où vous êtes originaire et vous restez assez vague, vous répondez quelque part en Europe. Alors, en fait, est-ce que vous aviez un petit peu honte d'être français ou est-ce que vous vous êtes dit que les Américains, ils connaissent pas forcément la France et que c'était pas utile de... Bah, c'était un peu vrai, un peu vrai. Mais c'était aussi une décision que la maison de disques avait prise. Il nous avait D'accord. dit, écoutez, vous êtes français, les Français ne sont pas vraiment connus pour le rock and roll, Ouais, alors évitez de dire que vous êtes français. Ça, c'est la maison de disques qui nous a dit plus ou moins ça. d'accord. Alors, au départ, quand tu viens d'un pays étranger et que tu essaies de t'adapter à un nouveau pays, on évitait de dire qu'on était français, c'est vrai. On évitait de le dire. Mais c'est pas qu'on mentait, mais bon, on évitait de dire qu'on était français parce que quand tu dis on est anglais, ça passe. On est allemand, ça passe.
on est suédois, ça passe. Mais dès que tu dis que tu es français, ça passe beaucoup moins. À D'accord. cause du fait qu'il n'y a pas de groupe français qui ont vraiment fait une marque internationale, quoi. Euh, à l'époque, maintenant il y a Justice, il y a Daft Punk, bien entendu, des groupes qui sont énormes en fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas de groupe français, ça n'existait pas. C'était pas un truc que les gens connaissaient, je crois. Even Trust, les années 70-80, Trust Mhm. en France, extraordinaire en fait, un groupe qui était un précurseur un petit peu de ce genre de rap, en fait, c'est extraordinaire, Trust. Mais bon, c'était pas un groupe qui a vraiment marché en Californie ou internationalement. Donc, on n'en Mhm. parlait pas trop. On n'en parlait pas D'accord. trop. On n'évitait pas d'en parler, mais on évitait un petit peu de faire de la pub autour de la France. D'accord. Et il y avait aussi Sortilège dans les années 80. Alors, je ne sais pas si c'est Ah oui, arrivé. Sortilège. Oui, d'accord. C'est arrivé jusqu'aux États-Unis ou Alors, pas vraiment? Sortilège, c'est très intéressant Oui, oui. musicalement. Oui. Euh, Moi, je connais parce que je suis français et on connaissait parce qu'on était français, mais je crois qu'en Californie, je pense pas, je me rappelle pas que ça soit connu, je sais pas. D'accord. Bien sûr, il y a toujours il y a un créneau un peu spécial, sortilège, un truc un peu spécial, donc il y a des gens branchés, mais dans l'ensemble, si tu passes pas à la radio, si tu passes pas si tu passes pas à la vidéo, à l'époque, c'était super dur. Il Ouais, fallait vraiment, il fallait vraiment appartenir à un petit monde heavy metal. C'était hmm, ce petit monde heavy metal qui était accepté à la radio. Si tu n'étais pas dans ce petit monde, c'est difficile. d'accord. Alors, du coup, Marc Diglio et Paul Monroe, ils quittent ensuite le groupe. Pourquoi ces départs? Ben, écoute, Marc Deglio est parti parce que sa femme était enceinte D'accord. et ça se passait pas très bien au niveau health, niveau santé. Sa Oui, femme oui, n'était pas en ok. très bonne santé. Et donc, il est parti pour aider sa femme, quoi. Et puis Paul tout doucement, c'était un peu une époque bizarre parce que on était en tournée avec Foreigner et il y avait moins en moins de rock à la radio. C'était de plus en plus grunge. Oui. Donc, je crois que Paul, au bout d'un moment, il s'est dit que c'était fini, quoi. Il a dit dire, ah, c'est fini, j'en ai marre. Et bon, on s'entendait pas toujours, hein. Je crois qu'il avait le côté français, pour lui, c'était assez difficile à avaler, je crois. Il aimait D'accord. pas bien le fait qu'on soit français, ça l'énervait un petit peu, quoi, parce qu'il se rendait compte qu'il n'y a pas que les Américains qui ont du talent, quoi. Ils étaient durs, c'est dur à accepter des fois. Les Américains sont très isolés dans ce sens. La géographie, c'est un peu comme une île, mais ils ont vraiment du mal à accepter euh, rock from D'accord. somewhere else. C'est difficile. Alors, il y a des groupes comme les Scorpions qui sont très acceptés, mais c'est difficile pour un Américain, pour un jeune Américain, de se dire ouais, vous êtes français, vous faites du rock, mais ça ne veut rien dire. Il avait du mal un peu, il avait du mal. Et je comprends, c'est un truc de culture, ça. Alors, il est parti parce que je crois qu'il en avait marre un petit peu. Il en avait un petit peu marre. D'accord. Ah ouais, c'était le genre, vous retournez avec vos baguettes de pain et vos bérets et allez manger vos grenouilles, Ben, non? il y a un peu de ça, il y a un Un peu peu de de ça? ça, mais c'est un stéréotype. Mais Hmm. bon, c'est assez marrant d'ailleurs, mais en fait, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus international qu'avant. Avec le social media, we are on one planet, if you will. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus séparé, toi. Il y avait les Anglais là-bas, les Allemands, les Américains, et il y avait les Russes. C'était très séparé dans ce métier, je trouve. Maintenant, c'est plus comme ça, mais à l'époque, c'était assez segregated. Hmm. D'accord. Alors, on arrive donc en 1991.
avec les arrivées de ce que l'on peut appeler le line-up classique du groupe, puisqu'on retrouve Tony Marcus à la guitare et Joey Shapiro à la batterie. Comment est-ce que vous les avez dénichés tous les deux? Alors, Tony Marcus, il avait 16 ans et il était le roadie de Mark Diglio. Ah, Donc, tout c'était un petit simplement. peu le guitar tech, le technicien, le type qui s'occupe des guitares, quoi. C'est un roadie. Oui, c'est ça, tout à fait. Et, et un type très sympa. Et il nous aidait, il portait le matériel, il accordait les guitares tous les soirs, nettoyait les guitares, tout ça. Un type qui nous aidait, quoi, sur la route. Et puis, je ne savais même pas qu'il jouait de la guitare. Je ne savais pas qu'il jouait de la guitare. Et puis, un D'accord. jour, on faisait un soundcheck, c'est-à-dire, Les balances, euh, ouais. voilà. Et puis, Marc est pas là. Je sais pas, il est à la radio, il fait un truc d'interview, je sais pas. Et Tony, c'est, ben écoutez, laissez-moi faire le soundcheck. Et on dit, ben, oh d'accord, bravo. Et puis, il prend la guitare, il commence à jouer. On se dit, putain, mais merde. C'était vraiment, il était très très fort. Il était très très fort. Et donc tout doucement, on s'est dit, bah écoute, si Marc s'en va parce que sa femme a des problèmes de santé, on pourra toujours embaucher Tony pendant 2 3 jours, peut-être 2 3 semaines, juste pour faire le, 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 le gap. Hmm. Alors Paul, euh, non Joe, quand Paul Monroe est parti, j'avais gardé le contact avec Joe Shapiro. C'était un mec de Denver, dans le Colorado. Et je sais pas, on jouait souvent dans le Colorado. Il y avait un club qui s'appelle The Bengals à Denver. C'était un club super sympa. On jouait souvent, peut-être une fois tous les 3 4 mois, on passait. Et il avait ouvert pour nous. Il avait levé le rideau. Et je regardais le groupe, je disais, putain, ce batteur, il cartonne, hein. Et puis, j'ai gardé son numéro de téléphone, quoi. Et puis, on se parlait de temps en temps, j'ai un coup de fil. Et puis, quand Paul est parti, je lui ai dit, ben, pourquoi pas? Je vais appeler Joe. Et je lui ai dit, écoute, on a une tournée, là, on commence d'ici une semaine ou deux. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, il a sauté dans l'avion, il est venu. Et puis, on s'entendait bien, hein. Et c'est toujours un très bon ami à moi, un très bon batteur, très sympa, très facile. Tu sais, des fois, les gens sont difficiles. It's hard to work with people. Il est très, très facile. Et puis, on s'entend bien. Et puis, voilà. Et puis, ça s'est passé comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, quand Paul euh, a décidé de revenir, plus ou moins, bah, c'est assez difficile parce que Paul a été dans le groupe pendant 4 ans, Hmm. alors que Joe a été dans le groupe pendant 20 ans. C'est une grosse différence. D'accord, Grosse c'est-à-dire différence. qu'actuellement, c'est Paul Monroe, le batteur du groupe, hein? Non, non, en ce moment, c'est toujours Joe Shapiro. Oui, Mais d'accord. Paul m'a envoyé 2 3 emails, on se parle un peu, il discute avec Thierry, on s'appelle au téléphone, on essaye de rester aimable et amicable et lié, si tu veux, au Oui. cas où, euh, au cas où, quoi. Au Hmm. cas où. D'accord. Ok. Donc, du coup, l'album Hungry, il sort le 3 septembre 1991. Alors, à titre personnel, je le préfère largement au premier parce que je le trouve beaucoup plus hard. Alors, est-ce que tu partages mon avis? Et j'ai aussi l'impression que vous avez été plus libre, peut-être que au niveau, enfin, artistiquement, on va dire, par rapport au premier. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Oui, on était un peu plus libre, tu as raison. Alors, une fois que tu as vendu des disques, le premier disque s'est bien vendu. La maison 10 a dû gagner un petit peu d'argent, alors ils sont contents et te font un peu plus confiance, quoi. C'est une question de confiance. Alors le deuxième disque, la maison 10 dit OK, ben voilà, écoutez, faites un peu ce que vous voulez, puis on verra. Alors on a fait un peu ce qu'on voulait. On a embauché 2 3 types pour nous aider, des producteurs assez intéressants d'ailleurs. On a passé 2 3 producteurs. Le premier producteur, c'était Neil Kernan. Euh, Mhm. il est anglais. Il a fait Lynch Mob et Queensryche.
Oui, oui, je Et vois un type très intéressant. Alors, on a bossé avec lui un petit peu, puis on s'entendait pas très bien, ça n'a pas marché. Le deuxième producteur, c'était Frankie Sullivan. Euh, Frankie Sullivan, c'est le type qui a fait The Eye of the Tiger, Survivor. d'accord. Alors, c'est un type qui est très, très doué, très, très doué. Mais bon, pareil, on s'entendait pas très bien. Alors, et puis, on a essayé deux, trois mecs. Et puis, tout doucement, on a commencé à faire nous-mêmes, plus ou moins, quoi. Et puis, on a embauché George Totko, Rest in Peace. George died a few years ago. Et il était beaucoup plus ingénieur que producteur, si tu veux. Donc, on avait beaucoup plus de liberté. D'accord. Au niveau parole, au niveau son, on avait emprunté un peu tous les amplis de George Lynch et de Axel. On avait à une époque, euh, il y avait Slash. Euh, je sais pas comment on a trouvé Slash, mais il vendait des trucs, il vendait son Guns N' Roses backline, tous les amplificateurs. Tout ça. Alors, on a acheté deux, trois trucs, et puis on avait un peu le choix. Et le son de la guitare, bien sûr, c'est dans tes doigts, mais aussi c'est un petit peu le matériel, quoi. Alors, on a essayé beaucoup de sons, des sons un peu différents. Alors, le matos de Guns N' Roses, le matos de Dokken, le matos de George Lynch, on a essayé un peu tout ça, et puis on a branché des trucs, refait, on a trouvé notre propre son, quoi. Et je dois dire que le son de la guitare sur Hungry est loin d'être mauvais. C'est assez fort. Le son de la guitare, on était très content. On était très content avec ce son qui était un peu, comme tu dis, un peu plus hard, un peu plus Hmm. heavy. Parce qu'après, du coup, c'est pareil au niveau du chant de Terry. Euh, on l'entendait un petit peu sur le premier, mais pas trop. Mais en fait, il a beaucoup de, comment dire, il a pas mal de similitudes avec Coverdale ou Robert Plant, je trouve. Ouais, oui, un petit peu, oui. Thierry, il adore David Coverdale. D'accord. Euh, et puis il a un petit peu, oui, c'est vrai, il a un petit peu Robert Plant. Thierry, il a une voix extraordinaire. Et même aujourd'hui, il a plus 18 ans, il a plus 20 ans. Il a toujours une très, très bonne voix. Et Thierry, il n'a jamais fumé, il n'a jamais bu tellement, on n'a pas tellement fait de drogue. Donc, il est en bonne santé et ça, c'est important pour un chanteur. Oui, 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 Il a toujours une très, très bonne voix. Et c'est facile de travailler avec Thierry parce que il n'y a pas de galère. Il se met au micro, tu lui mets le casque et tu lui chantes. Des fois, il y a des mots qui passent pas, alors je réécris un mot ou deux. Et voilà, il chante, et c'est fait assez vite, en fait. Il bosse assez vite. Et ça, c'est extraordinaire pour un chanteur, hein, parce que tous les chanteurs ne sont pas comme ça. ouais, j'imagine. Euh, du coup, voilà, comme je te le disais en début d'interview, j'ai découvert XYZ avec le titre Don't Say No. Est-ce que tu peux nous parler de la conception de ce titre en particulier, si tu t'en souviens? Oui, je m'en rappelle un petit peu. Ça vient du fait. Alors, attends, c'est marrant. Ça, c'est Nancy Reagan, Ok, la femme de Ronald Reagan, qui avait fait une espèce de pub euh, Just Say No. Et c'était un truc qui passait à la radio et à la télé sans arrêt. C'était le gouvernement américain qui essayait de dire aux jeunes ne faites pas de drogue, just say no. And mhm, we thought that was kind of funny because we were the opposite. So I kind of wrote the song as a joke, really. Um, L'inverse, quoi. Don't say no. d'accord. Ben, on l'a fait un petit peu plus sexuel, romantique que drogue, parce que si à l'époque, il fallait quand même passer à la radio, quoi. Et il y avait quand même une espèce il y a un peu de censure, plus ou moins, quoi. Et voilà, ça s'est fait assez vite. Thierry avait la mélodie, Marc avait la guitare. Ça s'est fait assez vite, hein.
Ça, c'est une chanson qui a pris peut-être 10 minutes. D'accord, ok. C'est l'influence de Don Dokken, ça, du coup. Un petit peu, oui, ça s'est passé très très vite. Mais il y a des chansons qui ont été beaucoup plus lentes à naître. D'accord. Ah, on ne sait jamais. Des fois, ça passe à 5 minutes, des fois, ça prend 5 mois, 5 ans. On ne sait pas. Ok. Alors, il y a un clip qui a été tourné. Alors, cette fois, c'était pour le morceau Face Down in the Gutter. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça, c'était Face Down in the Gutter. En fait, quand on enregistrait, on était en Californie, à Los Angeles, euh, il y a eu un changement de régime à la maison de disques. C'est passé de Enigma, qui était EMI, et c'est passé à Capitol. Alors, quand c'est passé à Capitol, on ne connaissait pas les gens à Capitol. Alors, on les a invités au studio. Alors, ils sont tous venus, une vingtaine de personnes de la maison de disques, qui sont venus nous voir au studio. Euh, Studio 56. Je me rappelle bien, c'était extraordinaire. Le Studio 56, ça n'existe plus d'ailleurs, mais il y avait trois salles. Il y avait une salle où il y avait Ringo Starr, et il y avait une salle où il y avait Axl Rose, et nous, on était dans la petite salle, la plus petite, c'était XYZ. Alors, tous les matins, on bouffait avec Ringo Starr et Axl Rose. C'était extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, tous ces gens, ils viennent, et ils viennent tous la petite salle autour de la console, et on leur joue trois, quatre morceaux, et ils ont décidé de faire ils ont décidé de choisir, ou ils ont choisi Face Down in the Gutter. D'accord. Et on a dit, bon, OK, allez, on l'a fini un peu plus méticuleusement que les autres. Et quand il a été temps de faire la vidéo, euh, il y avait un nom qui circulait un petit peu à Hollywood, le nom de Michael Bay. Il commençait un petit peu à se faire connaître comme directeur. Maintenant, bien entendu, Michael Bay, c'est une star maintenant, bien Oui, entendu. oui, il fait Après, réalisateur de cinéma, c'est ça? oui, c'est un réalisateur de cinéma Oui, oui, oui. qui a fait Pearl Harbor et Transformer. Énorme, énorme. Je crois qu'il bosse avec Steven Spielberg, en fait. Mais à l'époque, il n'était pas connu, ou il était un petit peu connu. Et j'ai insisté, je voulais que ce soit Michael Bay qui fasse la vidéo. Et à l'époque, il était très pointu. Et la vidéo, elle est coupée très, très vite, très, très vite, comme ils le font aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais un truc un peu futuristique comme ça. D'accord. Alors, on a choisi Michael Bay. Il coûtait une fortune d'ailleurs. Et puis, c'était extraordinaire. De bosser avec Michael Bay, c'était un truc absolument extraordinaire parce que c'est un type qui a un talent énorme. Et sur le set, il connaît tout, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait réparer un câble, il sait réparer une caméra, il sait porter la caméra, il sait bouger les lumières. Il faisait tout. C'est un type extraordinaire, extraordinaire. Et ça s'est fait, ça c'est à Los Angeles. La vidéo s'est faite en studio à Los Angeles. Et c'était une expérience vraiment, je m'en rappelle très très bien. C'était une expérience extraordinaire de bosser avec Michael Bay. C'est un rêve de fou, ça. D'accord. Donc, du coup, sur l'album, il y a aussi une reprise de Fire and Water de Bad Company. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Oui, alors ça, c'est Comment vous êtes Thierry. dirigé? Thierry était toujours un big fan, very, very big fan of Paul Rogers. Et on a décidé de faire un peu hommage, si tu veux, à Paul Rogers, uh, uh, which is actually, it's free. Is it? Or is it Bad Company? No, it's not Bad Company. It's free. Ah, ouais, ouais, Fire, ouais, je confonds Fire and toujours les deux, Water. c'est possible. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est, je sais pas. Is it Bad Company or is it free? À vérifier. À vérifier, à Ouais. vérifier. Mais moi, j'adore Paul Rogers. I think Paul Rogers, il a la voix d'un dieu, quoi. Et on voulait un peu, oui, on voulait faire hommage un peu. Hmm. D'accord. Donc, ok, je te propose qu'on refasse une petite coupure.
On arrive Vas-y, à la fin de la session. Et pareil, je te renvoie un lien d'un renvoie-moi un site. truc. Allez, Ok. ciao.